extraordinaire. Il y a un acteur aujourd'hui qui me fait penser à lui, c'est Depardieu. Un rayonnement formidable. Il plaisait bien aux gonzesses. C'est un abominable charmeur. C'était l'aîné à qui on voulait ressembler, quoi. Il en a fait des vertes et des pas mûres. Il a l'humour chevillé dans la tête. Il ne joue pas, il est. C'est quelqu'un d'extrêmement généreux. Il est simplement humain. Et il m'a réappris à vivre, quoi, voilà, vraiment. Enfin, j'ai jamais fait la fête comme j'ai fait la fête avec lui à ce moment-là. Il a toujours incarné, il n'a jamais joué. J'ai vu un acteur qui changeait tous les soirs. Monsieur Daniel Gélin et Madame Daniel Delorme, à qui je serai toute ma vie reconnaissant. Intelligent, drôle. On a beaucoup parlé de poésie et de fleurs. J'ai envie de dire que il fait partie de ma famille. Un poète sur scène, je dirais. C'est plus qu'un acteur. Et moi, j'aime bien les gens qui me font rire. Et chapeau, quoi. Je souhaite aux gens qui font un premier film de tomber sur un mec comme ça. Et s'il arrête de respirer, j'ai plus de souffle. Tu t'es construit à soif de curiosité et de rencontres. Au gré des films, de la nature et de la poésie, des femmes que tu as aimées à la folie, au gré de tes dérives et de cet appétit de vie incroyable. Alors papa, ensemble, nous allons survoler ta carrière et ta vie, à travers mon regard et tes souvenirs. Je suis né le 19 mai 1921 à Angers, Maine-et-Loire. Mon père était issu d'une famille tout à fait paysanne, pauvre même. Et ma maman était bretonnante. Et elle s'est échappée de chez son père pour Angers, où il y avait une usine Bessonneau. Mon père ayant fait sa prêtrise d'abord et ensuite son service militaire à Angers, c'est là qu'ils se sont rencontrés vers les années 20. Et puis il est tombé amoureux de cette ouvrière qui taillait avec ses mains en sang des toiles de bâche dans l'usine Bessonneau. Et c'est de ce coup de foudre-là que je suis né. Au bout de 2 ans, ma sœur est arrivée, Monique, un personnage extraordinaire qui travaille bien à l'école. Et après, comme mon père était nommé représentant de cette usine à Saint-Malo, ça a été un changement de destin total. J'ai eu un père exemplaire, vraiment. Et maintenant, quand je fais le bilan, c'est pas parmi les acteurs, c'est pas parmi les écrivains, c'est pas parmi les grands hommes politiques, mais c'est vraiment celui que j'admire le plus, c'est mon père. Le livre que Daniel a écrit sur son père, c'est un chef-d'œuvre de tendresse. J'ai appris, en voyant un film qui s'appelait Entrée des artistes, qu'il y avait des écoles par conséquent d'acteurs. J'ai découvert Jouvet dans Entrée des artistes. C'était pour moi le déclenchement total. J'ai vu le film je ne sais pas combien de fois, et j'ai dit à mon père, voilà ce que je veux faire, il y a une école, je vais essayer. Je veux aimer, être Marianne, vivre une autre vie. C'était un cours privé qui formait d'ailleurs des élèves également pour le conservatoire. La vitesse est l'ennemi du débutant. Que diriez-vous d'une villa provençale sur la côte d'Azur, avec des jardins en pente jusqu'à la mer, et puis des ifs en espalier, Et une plage de sable fin. C'était un peu plus qu'un professeur de diction. C'est lui qui m'a initié, qui m'a fait découvrir la poésie, mais vraiment en profondeur. C'était un maître à penser, finalement. Continue-tu. Figure-toi, Pyrrhus, les yeux étincelants entrant à la lueur de nos palais brûlants. Numéro 5. Que vois-je? Est-ce Hermione et que viens-je d'entendre? Pour qui coule le sang que je viens de répandre? Quand on arrivait dans la cour du conservatoire, quand Jouvet apparaissait, c'était le même magique à l'écran, on ne voyait que lui. Et ça m'a coûté cher, hein? Ça m'a confirmé qu'il fallait exister un peu plus que les autres. À une époque comme la nôtre, c'est de la folie pure et simple. Quand Jouvet avait fini de tourner, il se laissait aller. Son grand soulagement, c'était de lâcher des vents. Quand il a lâché un, il disait « Allez, marche à pied, ça fait assez longtemps que je te porte. » Je prétends que j'ai travaillé ma présence. Par l'aide de la culture, par l'aide aussi de l'amour et de l'amour des gens. Le besoin de convaincre d'être gentil, profondément gentil. Gentil, pour moi, c'est pas un adjectif anodin, c'est un adjectif profond. C'est quelqu'un d'extrêmement généreux. C'est quelqu'un qui a toujours envie de faire plaisir à tout le monde. Il m'a tout de suite fait un effet d'enfer, lui, parce que d'abord, il avait une espèce
de sympathie directe, un rayonnement formidable. J'ai jamais entendu quelqu'un dire une chose désagréable sur lui. C'est vrai. Amour, tout ça, ça a été des mots-clés pour moi. Et c'est un peu pour ça que finalement, j'ai toujours exercé ce métier de comédien, un peu comme un sacerdoce pour faire le bien, parce que j'aimais les gens. C'est aux actualités que tu as vu pour la première fois ces militaires allemands défiler comme dans une opérette forcenée. Le bruit de leurs bottes résonne dans Paris. Pour oublier la présence des Allemands, nous avons plongé dans la culture vraiment à fond. On lisait tous des poèmes, on s'enrichissait, on se repassait les bouquins, on relisait, relisait Saint-Ex, Malraux évidemment, Sartre, c'était les débuts de Sartre, de Camus. On se nourrissait, on se saoulait de littérature et de poésie et aussi de musique. Pierre Freinet engage dans On prend les mêmes, la pièce d'un jeune auteur qui s'appelle Henri-Georges Clouzot. Et c'est là que tu fais tes vrais débuts au théâtre du Grand Guignol. J'ai beaucoup appris de Freinet. Monstre de naturel, une espèce de vitalité incroyable, avec cette voix, cet instinct. Le jour où la machine à fabriquer les emmerdements s'arrêtera de tourner, me fera plaisir. Pierre Freinet te reçoit souvent dans sa loge. Il est rassurant car il s'intéresse aux autres. Freinet, c'était ton ami et ton maître. Un jour, tu m'as confié qu'elle t'impressionnait un peu. L'instinct et l'intelligence jouaient dans son regard. Et je rencontre cette fille absolument admirable, fantastique. Je tombe complètement amoureux. Daniel, pour moi, c'est Daniel et moi tapis dans le métro de la rue de Rennes parce qu'il était passé minuit et que... Enfin, dans la bouche du métro de la rue de Rennes et qu'il était passé minuit et qu'il y avait une patrouille qui passait au-dessus de nos têtes. La façon dont je rencontre Simone, c'est un merveilleux hasard. Pour moi, Daniel, c'est très exactement... c'est l'adolescence. Enfin, Daniel avait 20 ans, j'avais 20 ans. Moi, à ce moment-là, j'habitais rue Monsieur le Prince, dans un hôtel à Puce. Et puis c'est un hôtel où on a vécu tous les deux, au 6e étage, rue Monsieur le Prince. On n'avait pas d'argent du tout, on était très heureux et très contents. Ça n'a pas duré longtemps, mais ça a été tellement intense que pour moi, encore maintenant, c'est important. Bon, Daniel, c'est une amitié indéfectible, incestueuse et indéfectible. On est aujourd'hui ce qu'on est en fonction du fait qu'on s'est tous connus dans ces moments-là. Je crois que ça nous a conditionnés pour tout le reste de notre vie. Jean Dréville te propose un vrai rôle dans son film Les Cadets de l'Océan, qu'il tourne à Toulon. Et à Paris, Simone t'a quitté. Il faut dire que pendant le tournage des Cadets de l'Océan, j'avais été au théâtre à Cannes. Dans cette pièce, il y avait un jeune homme qui apparaissait simplement pendant une scène, un rôle de suicidaire. C'était vraiment la présence même que j'adorais, le romantisme même, la présence, l'addiction, tout, il y avait tout. Et j'ai vu une petite créature qui était là, un beau petit Renoir, petit nez en l'air, un peu Simone Simon, enfin femme-enfant, quoi. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce phénomène? Et c'était finalement la petite amie de ce fameux garçon que j'avais vu, qui était Gérard Philippe. Le père et la mère de Gérard Philippe, qui avaient été hôteliers sur la Côte d'Azur, à Grasse exactement, avaient décidé pendant l'occupation de monter un hôtel pour artistes, rue de Paradis. L'hôtel s'appelait Au Petit Paradis. Et on habitait là chez Gérard, et là on continuait à se cultiver, à se dire des vers entre nous. Gérard nous racontait des histoires. Et vivait là pendant un moment ton père, Daniel Delorme, qui n'était pas encore sa femme, Jean Carmé, moi, Monique, ta tante, et qui encore? Simone Signoret. Il y avait probablement une ambiance de résistance, il y avait aussi une ambiance d'occupation. Enfin, c'était très troublant, mais c'était le Petit Paradis. Il y avait une ambiance formidable et on parlait de métier. Moi, j'étais amoureux de ta tante, tu vois. J'ai failli devenir ton oncle. Et je me souviens qu'un soir, j'étais dans ma chambre avec une fille jolie et facile, comme il y en avait beaucoup à cette époque-là. Et puis Gérard, qui arrivait du théâtre, rentre dans ma chambre sans frapper. Et très Gérard Philippe, il regarde la demoiselle, il lui dit, vous êtes charmante, mademoiselle. Et moi, gentiment, sans penser à mal, je lui dis, tu la veux? Shocking. Il m'a dit, tu sais, Daniel, il ne faut pas m'en vouloir, moi, je ne suis pas comme tout le monde, je suis un ange. Ta sœur Monique quitte à son tour Saint-Malo et te rejoint à Paris. Elle devient modèle de Christian Bérard, puis comédienne. Quels étaient vos rapports? On était un couple de frères et sœurs absolument
complices, très proches l'un de l'autre, etc. On s'est formés l'un et l'autre ensemble, c'était passionné, c'était dur, c'était quelqu'un qui avait énormément de personnalité. Elle est rentrée chez Jouvet elle a appris beaucoup de choses, elle a joué une pièce avec moi, je crois que c'était pendant la guerre, dans une pièce qui s'appelait Zibeline, où j'avais un tout petit rôle, je jouais un rôle d'homosexuel, et elle faisait la putain. Heureusement que mes parents n'ont pas su ça. Ma sœur a fini productrice importante et directrice des studios de Billancourt, et c'est une page énorme de ma vie. L'arrivée de la 2e division blindée de Leclerc dans Paris est un des points culminants de ces exaltantes journées d'août. Alors ça a été la découverte de Saint-Germain-des-Prés, la redécouverte de Jacques Prévert, la redécouverte de Django Reinhardt, la découverte de Boris, de Sartre. Et moi, j'ai raconté dans un bouquin qui s'appelait Comment on s'aimait à Saint-Germain-des-Prés, comment on a essayé de mériter, de se consoler, et c'est une consolation qui a duré longtemps, de se donner des excuses à notre amour libre et à notre manque de morale, parce qu'on avait souffert pendant les Allemands. Mais en même temps, ça ne nous empêchait pas de travailler tout le temps, on refaisait le monde, et chose étonnante, on parlait de tout sauf de politique. Aujourd'hui, on ne peut pas l'expliquer parce que les mœurs sont tellement différentes. Tout le monde va par catégorie, par génération, par métier ou par association politique. C'était pas du tout ça. Délicieux tournage de La Tentation de Barbizon, une comédie de Jean Stelly. Ambiance d'amitié, les blagues de François Perrier et Simone Renan qui en fait souvent les frais. Ensuite, tu tournes Un ami viendra ce soir, un très beau film de Raymond Bernard, où tu donnes la réplique au grand Michel Simon. Et 2 ans plus tard, Danielle est enceinte. Alors là encore, on vivait d'une façon tout à fait bohème. Et on décide de se marier dans le quartier Batignolles, comme toi. Finalement, ça a été un mariage sérieux, mais un mariage vraiment fou rire. C'est que le rire délivre. Et avec Daniel, eh ben, on est délivré parce qu'on rit. On a répondu oui, très sérieusement, mais on se marre. C'est un abominable charmeur. Et la chose qui m'a toujours exaspérée chez lui, c'est que tout le monde lui pardonnait. De toute façon, on trouvait l'histoire plus belle que la vérité. Et ça m'agaçait qu'on lui pardonne. Mais ça m'agaçait. Je disais, mais on pourrait au moins lui en vouloir. Et on ne pouvait pas lui en vouloir. Et ça continue d'être comme ça parce qu'on ne peut pas lui en vouloir. À ton plus grand bonheur, tu es engagé auprès de Marlène Dietrich et de Jean Gabin dans Martin Roumaniac, un film réalisé par Georges Lacombe. Vous tenez absolument à faire dégouliner votre musique dans mon café. Je vous trouve super. On ne pourrait jamais assez te remercier. Pourquoi? Faire quelque chose qu'on aime pour quelqu'un qu'on aime. C'est moi qui voudrais te dire merci. Un de mes modèles comme comédien avait été Jean Gabin, à cause de cet incroyable naturel qu'il avait. Pour que tout le monde parle, personne ne veut fermer sa gueule. Et personne ne connaît rien. Le film s'appelait Martin Roumaniac, et il avait comme partenaire Marlène Dietrich, avec laquelle il vivait encore. Tu penses à quel point c'était impressionnant pour moi de faire un 3e rôle d'un jeune pion de village, amoureux de la fameuse Marlène, la femme éternelle, quoi. Vous m'aimez. Mais moi, je ne vous aime pas. Puis après le tournage, il est venu vers moi, il m'a dit, non, mais dis donc, t'as compris beaucoup de choses. Il me dit, parce que je lui ai donné la leçon de cinéma, elle est courte. Le cinéma, c'est les carreaux, ça veut dire les yeux. À la fin du film, c'était très émouvant parce qu'on savait d'abord que Marlène Dietrich s'en allait pour toujours à Hollywood. Il y avait quelque chose de très très émouvant. Et puis ça a coïncidé avec la fête des Maginot. Et qu'est-ce que j'ai vu? Tournoyant, guinchant, au milieu de ce grand set du studio, j'ai vu Pépé le Mogo qui faisait danser tout simplement l'Ange Bleu. Pour moi, c'était absolument fantastique. Du bonheur encore, Xavier naît dans une petite clinique du côté de la Nation. Une de tes plus grandes fiertés, c'est d'avoir fait faire ses débuts de comédien à un jeune pianiste de jazz, Louis de Funès. Je suis dans le métro et ce jour-là, je sais pas pourquoi, j'étais en première classe, sûrement avec un ticket de seconde, mais j'étais en première classe. Et le métro s'arrête, je descends, Daniel monte, on se dit 2 banalités, d'un seul coup, il dit hey, téléphone-moi demain, viens demain, parce que j'ai une caisse à... Et il m'a donné le numéro de téléphone, ça s'est refermé, il est parti. Et c'était mes débuts. Il faut dire qu'il a tout ramassé, il a tout ramassé. J'avais joué une pièce qui s'appelait Winterset, que j'ai pu faire parce qu'une fois de plus, Reggiani n'était pas libre. On a parlé de moi à ce moment-là et Cocteau m'a engagé pour faire Les Parents Terribles. Moi, j'ai découvert quelqu'un d'extrêmement sensible, s'entourant de gens sensibles. D'ailleurs, pourquoi il aidait tellement Jean Marais, c'est que Jean Marais, c'était la générosité même. C'était la crédulité même. Et comme il avait écrit ce rôle pour Jeannot, j'étais obligé de découvrir en moi un côté ciel bleu que j'avais pas. Ça, ce rôle-là m'a appris ça. On est devenus très amis. On a eu des conversations
extraordinaire sur le théâtre, sur tout, sur Dieu, sur tout. Et il était un type qui adorait les acteurs, si bien que une fois au moins 2 fois par semaine, quand on sortait de scène, il venait saluer ses comédiens. Tu pars dans le désert avec Michel Auclair et Henri Vidal pour le paradis des pilotes perdus. À Paris, un autre rendez-vous t'attend. Alors on arrive maintenant à la période heureuse de rendez-vous de juillet, qui moi était le plus grand rendez-vous de ma vie finalement, parce que c'est de là que tout est parti. Non mais écoutez-moi ça. Mais écoutez-le. Moi je pense que je voulais partir avec eux, moi. Vous êtes des pauvres types, mes amis. Mais c'est effrayant. Si vous continuez à raisonner comme ça, vous serez tous balayés, liquidés, volatilisés. Ah, vous ne croyez pas, peut-être? Non, non, vous ne croyez pas, non. Vous espérez chacun faire votre petite vie, bien tranquillement, sans rien risquer. Attendre votre petite chance, sans la faire naître. Oui, vous êtes comme nos aînés, vous comptez sur la Providence. Vous voulez qu'elle fasse tout le boulot, la Providence, eh ben ça ne marchera pas. Parce que pour que ça marche, il faut faire autrement. C'est formidable. Jacques Becker avait toutes les qualités essentielles que l'on peut attendre d'un ami. Et il a été ton meilleur ami. Il m'a appris la mesure dont j'avais besoin, dont j'aurai toujours besoin. Il m'a appris à aimer les gens. Et je dois dire que ce soit au théâtre, que ce soit au cinéma, il me dirige toujours. C'était une période absolument fantastique de tournage, d'amitié, avec le jazz à l'avance, et c'est un film qui pour moi restera un exemple de ce qu'il faut faire sur la jeunesse de cette époque-là. Après Rendez-vous de juillet, Delannoy me convoque pour faire un rôle important dans Dieu a besoin des hommes. J'ai fait un rôle de décavé, de fou de village, innocent, assassin. Et j'avais surtout pour moi le grand honneur d'avoir comme partenaire mon professeur, c'est-à-dire Pierre Franet. Si jamais tu faisais ça, il devait faire le bon Dieu. Suppose qu'il te foudroie sur place. C'est juste. Mais suppose qu'il me foudroie pas, tu me la donnerais l'absolution. Ah, si le bon Dieu... Alors la tête... Ah, là, donne-la-moi alors. Tu l'as fait, il m'a pas foudroyé, donne-la-moi, Thomas. Non. Mais je me repens, je te dis que je me repens. Tu me le dis, mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Tu m'as promis. Mais je savais pas que tu l'avais fait. Tu l'as promis. J'ai rien promis. J'ai dit... Alors c'était un souvenir fantastique, le fait de me trouver face à face avec Pierre Franet, avec Delannoy qui était un type qui pour une fois se laissait aller, avec des partenaires aussi formidables que Madame Sylvie, Yvernel, Mocky. La même année, dans un rôle complètement opposé, tu incarnes un jeune bourgeois viennois dans La Ronde de Max Ophuls auprès de Daniel Darieux. Ophuls est un spécialiste des longs plans travelling et pour les comédiens, il valait mieux connaître son texte. Il donnait à la caméra une fonction importante. Oh, la caméra, alors ça, la caméra, toujours en travelling. C'était un homme très intuitif et qui n'aimait pas expliquer. Alors il donnait des réponses dans le genre de « oui, mais tu comprends, on passe de couple en couple, alors en passant, il faut marcher, alors quand on marche, il faut du travelling ». Tu retournes avec l'ami Jacques Becker dans Édouard et Caroline, une comédie filmée en 30 jours avec Anne Vernon. Adapté par Sartre lui-même, dans une réalisation de Fernand Rivers, Les Mains Sales t'offre enfin le rôle d'Hugo, avec ton ami Pierre Brasseur comme partenaire. À la sortie du film, l'humanité nous a accusés, Pierre et moi, pas Sartre, non. Pierre et moi nous a accusés d'avoir fait de la politique et nous a menacés, mais carrément menacés. Bref, de toute façon, ça nous a fait une publicité extraordinaire. C'était écrit en première page. Lorsque Staline nous aidant, nous prendrons le pouvoir, Pierre Brasseur et Daniel Gélin, il leur en cuira. Ce qui était amusant, c'est que tous les passages politiques, nous n'y comprenions absolument rien. On ne t'a jamais proposé de rôle de gangster. Tu n'avais pas le profil, qu'il disait. Faut voir. En tout cas, ce court-métrage parodique te donne l'occasion de te tester dans cet emploi. Vous voulez voir Coffino? Qu'est-ce que vous lui voulez? C'est moi, Coffino. Nettoyer les cartouches de C65 comme d'autres les marguerites sans parvenir à se décider.
10 000 $. Ok. Ok. Ophuls encore, avec Simone Simon, dans Le Plaisir, d'après 3 nouvelles de Maupassant. Un chef-d'œuvre et un bonheur de perfection. La même année, tu t'envoles vers l'Uruguay, à Punta del Este, où tu es invité par Unifrance Film pour promouvoir le cinéma français en Amérique du Sud. Tu es accompagné de ton ami Michel Auclair, de Dilversois, d'Arletty qui te lancera un quotidien « Bonjour petit coq » et de Trevor Howard qui, pour simplifier le service, s'était persuadé que le thé et le whisky avaient la même couleur. Soirée très arrosée donc. Tu ne devais partir que 8 jours, car en France 3 tournages t'attendaient. Tu es rentré à Paris 1 mois plus tard. Tu es alors ce qu'on appelle une grosse vedette. Christian Jacques, à Billancourt, travaille avec Daniel Gélin et Edwige Feuillère à la réalisation de son dernier film, Adorable créature. Cinéma français, pas mort. Toujours à Billancourt, tu tournes en même temps La Minute de Vérité, sous la direction de Jean Delannoy que tu retrouves pour la seconde fois, avec comme partenaire le couple mythique de Quai des Brumes, Jean Gabin et Michel Morgan. Voilà, il y a une chose dont je dois parler absolument, c'est mon expérience, si on peut appeler ça une expérience. Mon expérience de la drogue. Bon, alors, pourquoi je me suis drogué, c'est difficile à savoir. Peut-être parce que j'avais perdu la foi. J'ai tourné un film que Ciampi m'avait proposé, qui m'intéressait beaucoup parce qu'il fallait que je dirige un orchestre. C'est le rêve de tout comédien, de diriger un orchestre. Et alors, c'était un chef d'orchestre, puis un chef d'orchestre qui était victime de la drogue. Et je me souviens que je me suis arrêté pendant le tournage. J'avais une scène où je devais faire le type qui venait d'en prendre. Or, j'étais en manque. Une heure après, le manque était devenu insupportable. Je dis, bon, ça n'a pas d'importance. J'ai fini ma journée, c'est terrible, j'ai fini ma journée, c'est pas la peine. Je demande à un de mes secrétaires, s'il veut m'en chercher, j'en peux plus. Bon. Il va m'en chercher, il m'en rapporte un petit peu. Je me suis dit, bon, il est 6 h du soir, je vais plus tourner maintenant. J'en prends une petite pincée, tout de suite le manque s'arrête, et Ciampi vient me chercher à ce moment-là, il me dit non, on va tourner ta scène de manque maintenant. Or, j'avais des oiseaux partout. Et comment je m'en suis sorti tout simplement grâce à Sacha Guitry. Quand j'ai connu Sacha Guitry dans Napoléon, j'en prenais un petit peu. Il savait que j'en prenais. Pendant une scène que j'ai tournée dans Bonaparte, parce qu'il m'avait choisi pour Bonaparte, j'avais ma ceinture tricolore et j'avais mon petit sachet d'héroïne. Il le savait. Il m'a dit les mots qu'il fallait. Écoutez, quand vous venez au plateau, les gens vous aiment bien. Les gens vous demandent des autographes. Et vous m'avez dit que vous avez choisi ce métier-là pour autrui. Eh bien, pour les autres, pour autrui, arrêtez-vous. Chose incroyable, malgré le succès de ses films, Jacques Becker ne parvenait pas à monter Rue de l'Estrapade si tu ne faisais pas partie de la distribution. J'avais promis à Jacques Becker l'été d'avant de faire un film avec lui. Je lui ai dit, mais il est bien entendu que je ne peux pas. Je ne peux pas faire la Rue de l'Estrapade parce que j'ai les dents longues à faire. Je ne pourrais pas. J'ai réussi à faire les deux choses en même temps, à tourner pendant que je faisais la mise en scène des dents longues et jouer le rôle principal. La nuit, tourner des scènes de la Rue de l'Estrapade qui heureusement m'a pris que 8-10 jours. J'ai eu la joie à ce moment-là quand même de chanter pour la première fois en public et par conséquent à l'écran. J'ai chanté Un petit coin de parapluie. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie. Je ne perdais pas au change, pardi. Moi, j'étais tombé amoureux, mais vraiment amoureux dingue. Il était Miss Belgique. C'était Annette Vadement, que tu as bien connue. Et puis, un jour, elle écrit un premier scénario qui s'appelle 7 rue de l'Estrapade. Or, elle habitait cette rue de l'Estrapade. Et puis, je m'aperçois, en allant voir le film,
que c'est monsieur Daniel Gélin qui fait le héros, qu'il y avait Louis Jourdan qui faisait Jacques Becker dans l'histoire, et elle, c'était Anne Vernon. Et toute ma vie est racontée que je joue Daniel Gélin. Mes parents russes, compositeurs, on n'en avait pas une. Je lui tapais toujours, t'as pas 20 balles, t'as pas 1000 balles, t'as pas ceci. Et elle me traitait de tous les noms, elle me recevait de ça. J'ai dit, mais ma parole. Et un jour, on lui a piqué son manteau blanc. Elle a toujours cru que c'était moi, c'est peut-être moi, j'en sais rien. Et elle m'a dit, on m'a vendu mon manteau blanc, je suis sûr que tu m'as vendu mon. Et je vois le film, je dis, merde, mais c'est toute ma vie. Pourquoi vous riez? C'est la manière dont vous me regardez. Vous avez le regard russe. C'est pas bien? Si, c'est très bien. Ma mère est russe. Ah, elle habite Paris? Oui. Mon père est musicien. C'est un grand compositeur. Ils habitent dans une petite chambre parce qu'ils sont très pauvres. Mon père est très beau. Ma mère aussi, elle est très belle. Ils sont très jeunes. Quel âge ont-ils? 45. Tous les deux? Oui, tous les deux, ils ont le même âge. Ils sont mariés très jeunes. Ils s'aiment beaucoup. Je te mènerai les voir si tu veux. Oui, j'aimerais bien. Je vous ai dit tu, non? Oui, je crois. La seule mise en scène que j'ai faite au cinéma, les dents longues. Les dents longues, c'est un type qui avait les dents longues. Moi, j'étais assez le contraire de ça. Mais ça m'intéressait parce qu'il y avait un milieu qu'on ne connaissait pas, que moi j'avais connu, mais qu'on ne connaissait pas bien. Les plus politiques, les magouilles, les scoops, tout ça, ça m'intéressait beaucoup. Et comme une blague, je me dis, ben alors là, non. Alors là, autant que je le fasse moi-même. Et Daniel passe dans l'appartement à ce moment. Qu'est-ce que tu dis? Non, non, je dis. Comme quoi, c'est parti sur une boutade. Elle dit à Jacques Robert, écoute, c'est pas compliqué. Si Daniel fait la mise en scène, moi, j'accepte de faire le rôle principal féminin. C'est comme ça que j'étais obligé de le faire. J'ai pris Audiard, que personne ne connaissait, ou pratiquement, à ce moment-là, parce qu'il avait été journaliste, il connaissait bien le milieu. J'ai pris Camus, qui avait été l'assistant de Becker, qui me connaissait. Qu'est-ce qu'il a, il marche plus? Est-ce qu'il marchait? Ah bah, tu parles. Il marchait même très bien, je viens d'acheter au marché aux puces. Oh, il était rigolo, tu sais. Il faisait... Ah, et après? Après, ben, il recommençait. Oui, mais après. Non, mais t'as fini? Allez, descends de là. L'électricité, c'est un travail d'homme. Oui, oui. Ça n'a pas eu un gros succès parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas pensé à ça. Daniel et moi, ça faisait 7 ans que ça durait, disputes, réconciliation, etc. On a divorcé au moment de la sortie du film. Si bien qu'il y avait, aux Champs-Élysées, il y avait les deux Daniel avant le titre pour la première fois, mais aussi pour la dernière fois. Ils nous ont boudés. Ils nous ont fait la gueule d'avoir divorcé. Et Maria, alors? J'ai rencontré une fille que j'aime beaucoup, d'ailleurs, qui était quelqu'un de très brillant, et qui a voulu garder un enfant de moi. C'était la naissance de Maria. Et je le sais depuis très peu de temps, finalement, que si Daniel a voulu se séparer de moi, c'était d'abord parce que je me droguais, d'abord parce que j'étais trop coureur, parce que je buvais, parce que j'étais insupportable.